tableau blanc en place, d'accord, c'est uniquement pour l'explication. Ça n'est pas nécessaire d'avoir à intervenir dessus, vous n'aurez pas d'interaction à avoir dessus, c'est simplement parce que j'aime bien imager mon explication d'exemple. Et pour ça, je trouve que le tableau blanc, comme je le fais quand je suis en présentiel, c'est une bonne façon de bosser. Donc c'est pour ça que je vais mettre un tableau blanc là à l'écran, mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas intervenir dessus. Ça n'est pas le but. Hop, voilà, ça c'est fait. Le tableau blanc, d'accord, donc ça, hop, nous verrons ça plus tard. Très bien. Et hop, voilà. Ok. Et voilà. T'as pas le droit de faire ça. Trop bien attaqué. Non, t'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de t'attaquer. Et si je viens faire le sport avec des écouteurs? Oh ouais. Je prends mon Alors, courage. Anaïs, on va vous demander d'éteindre votre micro. Alors, certes, nous sommes très contents que vous alliez faire du sport avec des écouteurs. Pardon. Mais malgré tout, voilà, c'est très gentil à vous. Alors, ça arrive souvent, hein. Voyons, dans un premier temps, je vais vous expliquer juste la problématique des jours fériés, mais a priori, il n'y a pas grande difficulté à comprendre cette problématique. Jusque dans les années 2000, on avait le droit à 11 jours fériés, d'accord? C'est-à-dire qu'on avait le 1er janvier, évidemment, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et enfin le jour de Noël. Voilà, donc ce qui nous faisait 11 jours fériés pendant lesquels, normalement, l'employé n'était pas censé travailler, mais recevait quand même la rémunération comme s'il avait travaillé. Euh, Malgré tout, il y avait beaucoup de dérogations pour que ce jour-là, bien sûr, parce qu'un certain nombre d'entreprises étaient obligées de continuer à travailler, les salariés travaillaient, mais les heures étaient majorées dans tous les cas. Et là, bien sûr, en fonction des conventions collectives, l'employeur était tenu d'augmenter la base du salaire pour cette journée. Depuis, alors, de mémoire, je crois que c'est 2003. Depuis 2003, il y a eu une grosse canicule et pendant cette canicule, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'établissements accueillant des personnes handicapées ou encore accueillant des personnes dépendantes n'étaient pas suffisamment équipés pour faire face à une grosse canicule. Et malheureusement, un certain nombre de personnes sont décédées de cette canicule. Donc on s'est ému un peu de cette situation et il a fallu penser à un budget pour équiper ces établissements de climatiseurs, de ventilateurs, etc., etc. Le gouvernement, alors en place, a décidé de faire participer les entreprises au titre d'une cotisation supplémentaire sur les salaires de 0,3% pour pouvoir dégager un budget et le donner à ces établissements de façon à ce qu'ils s'équipent. Alors évidemment, dans le monde de l'entreprise et des employeurs, on s'est dit, bah, vous êtes bien gentil, mais pourquoi c'est l'entreprise qui devrait payer? Donc le gouvernement, le législateur a dit, bah, on va vous prendre 0,3% de la masse salariale, mais on va vous donner du travail en plus. C'est-à-dire que vos salariés vont être obligés de compenser cette charge par 7 heures. Comment trouver une journée de 7 heures? Eh ben, on enlève un jour férié, ce qui fait que pendant ce jour férié, le salarié qui, de façon très classique, bossait pas mais était quand même payé, aujourd'hui doit venir bosser. Et ce jour férié, c'était le lundi de Pentecôte. Donc aujourd'hui, le lundi de Pentecôte ne fait plus partie des jours fériés non travaillés mais payés. Et il est un jour férié du calendrier, évidemment, mais dans tous les cas, aujourd'hui, les salariés doivent aller travailler. Alors ça s'est plus ou moins bien passé pendant 2 3 ans, et puis au bout de 3 ans, les entreprises faisaient un peu ce qu'elles voulaient parce que ça posait des petits soucis d'organisation de travail, etc. Et
depuis ce temps-là, on a laissé aux entreprises, par accord d'entreprise, le choix de l'organisation de cette journée fériée qui n'est plus fériée. Alors, si le salarié ne veut pas travailler, il prend une journée de congé quand elle est accordée par l'employeur. L'employeur peut de lui-même, je vais dire entre guillemets, offrir cette journée, ou bien on peut faire des heures, je sais par exemple, à la SNCF, par exemple, ils travaillent 7 minutes en plus pendant un mois pour pouvoir avoir leur journée. Donc, un certain nombre de systèmes sont mis en place, mais malgré tout, cette journée, elle est travaillée. Alors, à travers différents modes de fonctionnement, mais elle est travaillée. D'accord ? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, officiellement, il nous reste 10 jours congés non travaillés, mais payés, ou s'ils sont travaillés, payés de façon majorée. Et ce 11e jour férié, le lundi de Pentecôte, en quelque sorte, il a été défériérisé, excusez-moi l'expression, mais il a été défériérisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut très bien vous demander de venir travailler le lundi de Pentecôte, sans pour cela majorer votre salaire. Ça, ce sont pour les jours fériés. Alors, il faut connaître le principe, ce que je viens de vous expliquer, d'accord ? Ce principe de jours qui sont a priori non travaillés, mais payés. Mais je ne pense pas que vous soyez confronté à une problématique spécifique, parce que dans toutes les entreprises, notamment les modalités de majoration sont propres à l'entreprise, propres aux dispositions des conventions collectives applicables dans l'entreprise. D'accord ? Quant à la possibilité de travailler. Je sais que par exemple, dans certaines conventions collectives, pour bénéficier des jours fériés, notamment dans le bâtiment, il faut avoir au moins été présent 2 mois avant le jour férié. Si vous étiez embauché, par exemple, le 25 avril, le 1er mai, vous ne l'avez pas en tant que jour férié. Bon, voilà, c'est une disposition spécifique ici, liée à l'activité du bâtiment. Ça nous emmène tout droit vers la problématique des congés payés. Alors, je vais faire un petit sondage parmi vous. Combien de semaines de congés payés a-t-on ? De façon générale, hein, le classique dans un CDD classique. 5 semaines. Alors, je vais les noter, si vous voulez bien, sur mon petit tableau blanc. 5 semaines. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple. On va imaginer que dans mon entreprise, on va dire horaire d'ouverture de mon entreprise. Mon entreprise est ouverte et je travaille du lundi au vendredi. Ce qui est plutôt classique, hein, on va dire qu'au moins 70% des entreprises travaillent du lundi au vendredi, et puis le repos samedi, dimanche, et puis on reprend le lundi suivant. Alors, bien sûr, dans d'autres entreprises, hein, je pense notamment au commerce, quoique en ce moment certains ne travaillent pas, mais je pense notamment au commerce qui peuvent être ouverts par exemple aussi le samedi, ou certains commerces encore ouverts le dimanche. Alors le samedi, si vous devez travailler un samedi, ce n'est pas des heures qui sont majorées, alors que les heures du dimanche souvent sont faites sur le volontariat et majorées au moins à 100%, c'est-à-dire au moins doublées. D'accord ? Alors, si j'ai 5 semaines de congés payés et que je travaille 5 jours par semaine, combien au total sur une année, normalement, j'ai le droit à des congés ? Combien sur une année j'ai le droit en termes de nombre de jours de congés, à votre avis ? Donc j'ai le droit à 5 semaines, il y a 5 jours par semaine. Alors, merci de tomber dans le piège, Vincent. Et Ophélie, peut-être, j'ai cru voir. Parce que si je fais des pièges et que personne ne tombe dedans, après, je me trouve un petit peu bête. Donc, certains me disent 30 jours. 25 jours. Ce qui serait plutôt la logique. D'accord ? Puisque je vous tends, ma question tend vers cette logique. Voilà, tend vers cette logique. On travaille ici 5 jours par semaine. On travaille 5 jours par semaine. J'ai 5 semaines de congés payés. Donc, a priori, il n'y a pas trop de soucis pour qu'on fasse un petit calcul. 5 fois 5 est égal à 25. Or,
votre cours, et de toute façon la loi, les dispositions légales, ne nous donnent pas 25. D'accord? Mais nous donnent 30 jours. 30 jours par mois. Pardon. Soit finalement une acquisition de 2,5 jours par mois. À chaque fois que je vais travailler un mois, je vais acquérir 2,5 jours de congé. Voilà le raisonnement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais 30 jours, si on bosse 5 jours par semaine, il y a un problème. 30 divisé par 5 jours par semaine, ça va me donner 6 semaines de congé. Or, on n'est plus dans notre postulat de départ qui disait qu'on avait le droit à 5 semaines de congé payé. Comment ça s'explique, ce phénomène-là? Tout simplement parce qu'on va compter obligatoirement en jours ouvrés et non pas, en jours ouvrables et non pas en jours ouvrés. Alors, c'est quoi la différence entre un jour ouvrable et un jour ouvré? Un jour ouvrable, c'est un jour où je peux éventuellement travailler, en fonction bien sûr des horaires de l'entreprise, mais qui n'est pas un jour majoré, c'est-à-dire un dimanche, finalement. D'accord? Donc finalement, les jours ouvrables en France sont les jours du lundi au samedi. Voilà pourquoi une semaine de congé ne représente pas 5 jours ouvrés. Ouvrés, donc c'est les jours que je travaille réellement. Ici, dans mon cas, effectivement, il y a 5 jours ouvrés, d'accord? Mais dans la vie, il y a 6 jours ouvrables. D'accord? Je ne travaille que 5 jours sur 7, mais j'aurais pu travailler 6 jours sur 7. D'accord? Et j'aurais pu bosser le samedi et éventuellement avoir mon lundi comme dans certaines entreprises. Donc, voilà pourquoi ici, on nous compte 30 jours, parce que quand on va prendre des jours pour dire, voilà, il faut combler les semaines d'absence congé que vous avez eues, on va calculer qu'une semaine fait 6 jours et non pas 5 jours. C'est un petit peu difficile à comprendre pourquoi on prend un système aussi compliqué. Alors, oui, je vais répéter, Georgia. C'est un petit peu compliqué à comprendre, effectivement, et c'est souvent l'objet de questionnements des salariés qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été absents 15 jours, donc 2 semaines, hein, que normalement ils travaillent du lundi au vendredi, et que sur leur fiche de paye, ils ont vu un retrait en termes de jours de congé de 12 jours au lieu des 10 jours auxquels ils s'attendaient. Je répète la définition des jours ouvrés et ce que sont les jours ouvrés et les jours ouvrables. Un jour ouvré, c'est un jour où mon entreprise travaille. D'accord? Donc, c'est les horaires qui sont appliqués dans mon entreprise. Ici, par exemple, il y a 5 jours ouvrés du lundi au vendredi, les jours où on travaille. Les jours ouvrables, c'est les jours où on pourrait éventuellement travailler si les horaires étaient différents sans majoration, c'est-à-dire des jours qui ne touchent pas le dimanche. Ce qui veut dire qu'en termes de jours ouvrables, il y a 6 jours ouvrables par semaine en France, puisqu'on peut travailler du lundi jusqu'au samedi. Donc, jour ouvrable, c'est les jours où on pourrait éventuellement travailler, du lundi au samedi. Et jour ouvré, c'est les jours effectivement travaillés en entreprise. Au même titre, imaginons, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un ne travaille que 4 jours par semaine et fait ses 35 heures sur les 4 jours. Donc lui, il aurait 4 jours ouvrés, mais malgré tout, il resterait 6 jours ouvrables. Et donc cette même personne, quand elle prendrait une semaine de congé, eh ben, on lui retirerait 6 jours alors qu'elle ne travaille normalement que 4 jours. Alors même si le gars il pose du lundi au jeudi parce que ce sont ses jours de travail, on va lui compter quand même son absence le vendredi et le samedi. Tout simplement parce que son retour est prévu le lundi d'après. On compte jusqu'à la date de votre retour. Donc les samedis sont décomptés. Voilà pourquoi on est sur cette base de 30. Alors certaines entreprises qui ne veulent pas rencontrer de problématiques et qui sont sur ce type de fonctionnement où on a 5 jours ouvrés dans l'entreprise, pour éviter les problématiques avec les salariés à devoir leur expliquer que le samedi, même si on ne travaille pas, on vous décompte quand même un jour. Alors les gars, ils ne comprennent pas, etc. Ce qui est normal, hein, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est fait comme ça. Certaines entreprises ont opté, et ce qui est tout à fait légalement reconnu d'ailleurs, pour octroyer 2,06 jours par mois, ce qui fait 25 jours à la fin de l'année.
D'accord? Enfin, juste une miette moins, mais ils arrondissent et ça fait 25 jours. Et donc, à partir de là, on ne travaille pas une journée, on nous retire une journée. On ne travaille pas 2 jours, on nous retire 2 jours. On ne travaille pas une semaine, on ne retourne que 5 jours. Et j'imagine qu'on ne peut jamais dire je reviens le samedi. Ben non, non, évidemment. D'accord? Ça sera, on ne peut pas dire je reviens le samedi, ça sera, on va décompter jusqu'à la date de la reprise de travail. Donc la reprise de travail, c'est effectivement le lundi d'après. Donc la personne sera absente de son poste de travail du lundi et elle ne retrouvera son poste de travail que le lundi d'après, si elle a pris une semaine. D'accord? Mais en vérité, elle aura été absente effectivement que 5 jours. Mais comme elle n'est de retour, eh ben, on va compter le samedi qui est pris dedans. Donc c'est du premier jour non travaillé jusqu'au premier jour où je reviens travailler. Comme ça, on prend cette période-là et on compte y compris les samedis. Parce que votre entreprise, imaginons qu'il y a un surcroît d'activité, on vous demande de venir bosser un samedi, ben, vous allez venir bosser un samedi et vous ne serez pas en heure sup. Hein. D'accord? On vous dit, bah, viens samedi matin faire 4 heures, on a besoin absolument, blablabla, blablabla. Bah, l'employeur a tout à fait la possibilité. Est-ce que c'est compris? Déjà sur le volume, d'accord? Le nombre de jours acquis par mois, et puis donc cette, je dirais, concordance avec les 5 semaines de congés payés. Maintenant, autre phénomène qu'il faut connaître en matière de congés payés, c'est la période d'acquisition des congés, d'accord? Et la période de prise des congés, qui sont deux périodes différentes. Il y a d'abord une première période qui va en général, sauf disposition contraire dans certaines entreprises, mais qui va en général du 1er juin de l'année jusqu'au 31 mai de l'année. Pendant cette période, prenons un exemple, voilà 3 années, d'accord, que je vais appeler année N. Année N plus 1, donc l'année d'après, hein, pas difficile à comprendre. Et année N plus 2. Imaginons que mon salarié, donc les périodes de calcul des congés, c'est toujours du 1er juin, du 1-6, je vais marquer de l'année N ici, jusqu'au 31-5 de l'année d'après. Alors, on a N plus 1, d'accord. On a N plus 2. Ensuite, donc là, on est en 31,5 N plus 1. Là, je vais faire quelque chose d'assez propre pour que vous compreniez bien. Voilà, en sachant que le mois de janvier, il est là, vous voyez que c'est à cheval sur des années civiles. Donc, du 1er juin de l'année N jusqu'au 31, j'ai mis le premier, excusez-moi, jusqu'au 31 mai de l'année N plus 1, donc jusqu'à l'année après, c'est une première période de prise de congé. D'accord? Elles vont toutes se succéder selon le même modèle et selon la même temporalité. Voilà. Alors, il fallait calculer. Alors, il me semblait, je vais lire vos questions, je vais y répondre tout de suite. Voilà, oui.
oui, Vincent, pour votre question, on peut dire pour les congés qu'on a 5 semaines par an ou 30 jours par an, effectivement. Mais encore une fois, on va devoir compter. Pardon, il me semblait qu'à présent, il fallait calculer les congés de janvier à décembre. Non, 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 il n'y a pas de calcul de congés de janvier à décembre. Par contre, dans certaines entreprises, on les calcule comme ça, et je pense notamment au secteur public ou encore à des secteurs privés, mais qui étaient publics avant, parce que je connais bien la SNCF. À la SNCF, c'est du 1er janvier au 31 décembre. À l'hôpital, c'est du 1er janvier au 31 décembre aussi, mais là, on est dans le secteur public. Mais En banque, secteur privé, on est passé depuis, ça fait maintenant 2 ans, en année civile comme ça. Et il me semblait que du coup, je pensais pas que c'était que certaines entreprises. Je pensais qu'il y avait un passage pour toutes les boîtes. Mais peut-être je me trompe. je fais une petite vérification, parce que vous savez, des fois, ça change. Alors, période de calcul. Bah non, j'ai encore vu un dossier cet après-midi, congés payés. Non, 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 pour l'acquisition des congés payés, Odd. J'ai sur impôt.gouv, ma mère est ça n'a pas changé. C'est de mes. Oui, 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 c'est bien. Je vais vérifier. Hop, hop, texte de référence. Droit au congé, durée de congé, période de prise et congé. Ouais. On va vérifier ça. Non, non, pour l'acquisition des congés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Donc, il n'y a pas de. Alors, vous voyez, par contre, certaines entreprises ont des périodes différentes. Je pensais, ça je le savais, dans le BTP, eux, c'est du 1er avril au 31 mars. D'accord. Comme je vous l'ai dit, dans certains secteurs publics, c'est aussi du 1er janvier au 31 décembre, casé sur l'année civile. Mais en tous les cas, aujourd'hui, tac, tac, tac. Voilà, au titre de l'article 3141-13 du Code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend la période du 1er mai. Ouais, c'est le 1er mai, ça c'est ma période, mais dans tous les cas, non, non, rien n'a changé. Mais c'est toujours bon de vérifier. Il n'y a pas de souci. Donc je reviens sur mon explication. Et à la limite, si ça avait changé, ça aurait peut-être été un peu plus sympa, parce que vous voyez que quand on n'est pas calé sur l'année civile, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais dans tous les cas, pendant la première période, imaginons que vous ayez commencé votre emploi ici, hop, voilà, votre embauche, hop, embauche au 1er décembre de l'année donc N. Donc pendant cette première période, vous allez acquérir tous les mois, comme on l'a dit tout à l'heure, à raison de 2,5 jours par mois, vous allez acquérir des congés. Ici, si on fait un petit calcul, on va avoir 6 mois d'acquisition de congés. D'accord? 6 mois. Donc, on va avoir ici 15 jours de congés qui sont donc 6 mois travaillés, 6 mois, 6 mois fois 2,5, donc ça nous donne 15 jours. Ces 15 jours, vous ne pourrez les utiliser qu'une fois la période close, c'est-à-dire à partir ici du 31 mai de l'année 2001, de l'année N+1. D'accord ? Donc, vous ne pourrez les utiliser que durant la période suivante.
pendant cette période ici, vous n'avez pas le droit au congé parce que de la période précédente, il aurait fallu qu'il y ait une période précédente. De la période précédente, vous n'avez rien du tout, puisque vous n'étiez pas dans l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à des congés. Ici, lors de la période suivante, vous aurez une année complète. Donc, vous allez acquérir 12 mois fois 2,5, donc vous allez acquérir 30 jours. Et vous allez pouvoir utiliser, vous aurez, donc ça c'est ce que vous allez acquérir. Donc, hop, souvent on parle sur une fiche de paye, on voit acquis. D'accord. Voilà, on voit acquis, et puis, donc, je vais employer un terme. Après, les fiches de paie sont très différentes. Des fois, on voit en cours d'acquisition, acquis, voilà. Je vais dire prenable. D'accord. Les congés que vous pouvez prendre ici, il n'y a rien. Les jours, il y a 0, parce qu'il n'y a rien du tout. Et ici, vous allez pouvoir prendre vos... On va les mettre de la même couleur. Vous allez pouvoir prendre les 15 jours qui ont été acquis durant la période précédente. Hop, donc les rouges, ceux-là, je les ai acquis pendant cette période-là. En rouge. Et je vais pouvoir les prendre. Ceux-là, que j'ai acquis ici, évidemment, vous avez bien compris, vous allez pouvoir les prendre ici. Et pendant la période N+2, vous allez encore acquérir d'autres congés. Et ceux-là, vous pourrez les prendre, bien sûr, en année N+3, etc., etc. Donc, ce qui veut dire ici que mon salarié ne pourra prendre des congés. Donc, il va travailler 6 mois sans prendre de congés, sans avoir droit à des congés, puisque de la période précédente, il n'y a rien du tout. Et sur la fiche de paie, on va voir une troisième chose, c'est les congés qui ont effectivement été pris. Là, comme il n'y avait rien à prendre obligatoirement, lui, il ne peut rien prendre, d'accord. Et puis ici, on va regarder tous les congés qui ont été pris, et à concurrence de 15 jours, la personne va pouvoir prendre ses congés pendant la période qui va du 1,6 de l'année N+1 au 31,5 de l'année N+2. Est-ce que c'est compris ce principe? On a une période d'acquisition, et après, on peut les utiliser après, et pendant la période où on utilise, on continue à en acquérir, qu'on va pouvoir toujours décaler. C'est bon pour ça? Alors, je vous rappelle, et ça permet de faire un petit enchaînement avec le chapitre suivant, que l'employeur a un pouvoir, d'accord? Et on verra dans justement l'intitulé du chapitre prochain, c'est les pouvoirs de l'employeur et ses limites. L'employeur a le pouvoir d'administrer, il a un pouvoir de gestion de son entreprise, d'organisation de son entreprise. L'organisation de son entreprise, c'est du ressort de l'employeur. Donc l'employeur décide d'organiser son entreprise comme il le désire. Ça touche les horaires, ça touche éventuellement si on va travailler avec des postes, etc., etc. Mais ça touche aussi les congés. Ce qui veut dire que les congés, au jour d'aujourd'hui, c'est à la discrétion de l'employeur. C'est l'employeur qui décide. Alors, dans beaucoup d'entreprises, on va avoir un process de prise de congé qui va être mis en place, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande. L'employeur peut imposer des délais pour faire sa demande. D'accord. Ensuite, l'employeur va soit valider le fait que vous puissiez partir en congé, ou ne pas valider le fait que vous ne puissiez pas partir en congé. D'accord. Il le fait ce qu'il veut. Il n'a pas d'obligation de vous octroyer des congés. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Les congés sont à la discrétion de l'employeur. Il peut même vous mettre d'office en congé. C'est-à-dire dire, pour X raisons, l'entreprise ferme 15 jours au mois d'août, tu prends 15 jours au mois d'août. Peu importe si tu avais envie de les prendre ou pas envie de les prendre, ou si tu m'avais fait une demande pour le mois de septembre ou autre. Alors ce pouvoir, évidemment, il a une petite limite. Celle d'abord de n'organiser les choses qu'au préjudice d'un salarié, par exemple. C'est-à-dire qu'un salarié qui se verrait systématiquement refuser ses congés, par exemple pour la période du mois de juillet, et que l'on mettrait en congé, je ne sais pas moi, au mois d'octobre, par exemple.
Bon, et si ce salarié arrive à démontrer que c'est uniquement pour l'embêter que l'employeur fait ça, effectivement, là, on a plutôt ce qu'on appelle un abus de pouvoir, hein, d'accord, un abus de droit qui dégénère au préjudice d'un salarié. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, ça pourrait être contestable. L'autre limite, c'est que malgré tout, l'employeur, pendant cette période estivale hein, qui va du 31 mai jusqu'au 31 octobre, il est obligé de vous donner au moins 12 jours consécutifs, c'est-à-dire 2 semaines, pratiquement. Donc, voilà la seule notion qui est imposée à l'employeur, c'est que pendant cette période, ensuite, il peut, libre à lui de vous les mettre au mois de juin, les mettre au mois de juillet, au mois d'août, d'accord. Mais la seule obligation, c'est de vous donner 12 jours consécutifs pendant la période. Alors, dans beaucoup d'entreprises, malgré tout, surtout dans les grosses entreprises, de façon à avoir plutôt des salariés motivés, d'avoir une paix sociale, on organise les choses, d'accord, en accord généralement avec l'employeur ou en accord avec les instances représentatives telles que le CSE, le Comité social et économique. Ou quand il n'y en a pas, dans des petites structures, les salariés s'arrangent, l'employeur est plutôt bienveillant concernant cette prise de congé. Et effectivement, si il accorde que des congés alors qu'il n'y a pas forcément une nécessité au mois d'octobre, imaginez bien que ça peut poser des petits soucis au niveau des salariés. Donc, afin d'éviter les problèmes, dans beaucoup d'entreprises, il y a un accord, il y a un consensus social qui est mis en place de façon à ce que tout le monde puisse être satisfait au moins une année sur deux. Généralement, les gens disent, bon ben voilà, cette année c'est le mois de juillet, l'année prochaine ce sera le mois d'août, ou priorité plutôt à ceux qui ont des enfants. Voilà. Un certain nombre de systèmes sont mis en place de façon à ce que tout le monde soit heureux dans l'entreprise. Est-ce que c'est bon pour ça? Alors, on va imaginer maintenant que mon salarié, alors soit pour X raisons, mais pas de son fait, plutôt du fait de l'employeur, il n'est pas pu prendre les congés ici qui lui étaient dus, d'accord. On arrive en fin de période, hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ouais, on arrive en fin de période ici, et puis malheureusement, le salarié n'a pas pu prendre ses congés. D'accord. Normalement, il devait prendre les 15 jours, et il n'a pas pu prendre ses congés. Ou bien, durant la période, alors que le solde des congés n'est pas nul, le salarié quitte l'entreprise, soit de son fait par une démission, ou soit encore bien un licenciement, ou encore une rupture conventionnelle. À votre avis, comment on gère la problématique des congés? Ah ouais, congé perdu, waouh, pas sympa vous, pas sympa. Mais c'est pas sympa ou pas sympa, c'est ce qui est écrit dans le cours. Mais j'étais choquée d'ailleurs de voir ça dans le cours. Mais dans le cours, il y avait marqué que sans convention, enfin sans accord avec l'employeur, si Oui. des congés n'avaient pas été pris, ils étaient perdus. Ouais, alors je vais mettre quand même un petit bémol avec ça, d'accord? C'est que si les congés n'ont pas été pris du fait de l'employé, là on est d'accord. Moi, je partais dans l'hypothèse du fait de l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas accordé les congés aux salariés quand il les a demandés, parce qu'il y avait eu des besoins, etc., etc. D'accord? Maintenant, si deux solutions, on va traiter les deux solutions. Effectivement, le salarié n'a pas pris ses congés, il n'a pas posé les congés. Alors, de temps en temps, l'employeur va l'imposer. Hein. Il va dire, vous devez avoir soldé vos congés pour le 31 mai. Généralement, c'est mis dans les règlements intérieurs des entreprises où c'est fixé dans l'entreprise. Autre solution, l'employeur a refusé les congés. Imaginons que le salarié devait prendre des congés au mois de mai. D'accord, il devait solder 5 jours qui lui restaient au mois de mai, ou 6 jours, allez, il devait prendre une semaine au mois de mai. Et puis, malheureusement, il y a eu un surcoût d'activité. L'employeur lui dit, écoute, je ne peux vraiment pas. Tout le mois de mai, on est full. Là, malheureusement, je ne peux pas. À ce moment-là, c'est l'employeur qui est bien à l'origine de la problématique. Donc, par conséquent, dans ces cas-là, ils seront payés. D'accord. Donc, a priori,
rares sont les cas où le salarié n'a pas pris ses congés et que l'employeur refuse de lui payer. D'accord. C'est rare. Alors, il faudrait vraiment quelqu'un de mauvaise volonté voilà, qui n'ait pas voulu prendre ses congés pour X raisons et qui ait un règlement dans l'intérieur qui lui dit, un règlement intérieur qui lui dit, voilà, si les congés ne sont pas pris, ben, malheureusement, ils seront perdus. Maintenant, si je vous dis, si c'est du fait de l'employeur ou encore autre possibilité, la rupture du contrat de travail alors que le solde des congés reste positif. Comment ça se passe? Donc, effectivement, ils seront payés. Alors, est-ce que vous savez un petit peu le principe du fonctionnement des congés payés? Le principe général, c'est que quand on est en congé, on ne peut pas gagner moins que ce que l'on aurait gagné quand on a travaillé. Donc, sur une fiche de paye, comment ça va se matérialiser? Vous vous souvenez, je vous avais dit, généralement, on a toujours une première ligne salaire de base avec un nombre d'heures. Alors, on va imaginer que notre salarié, ben voilà, il est à 151,67 h par mois, donc ça nous fait un temps complet. Il gagne les 15 € de l'heure. Voilà. Et enfin, ça va lui faire donc un salaire. Je vais faire un petit calcul rapidos. 151,67 fois 15 de 2275,05. 2275,05. Voilà, ça c'est son salaire ordinaire, d'accord, classique. Donc d'abord, il va être absent à cause des congés. Donc on va noter sur son salaire, voilà, absence, congé payé. Imaginons qu'il soit absent 2 jours. Alors deux solutions, soit l'entreprise fait les calculs à l'heure, ou soit l'entreprise fait les calculs à la journée. Allez, nous, on va faire des calculs à l'heure. Hein. Donc, c'est des journées de 7 heures, c'est vraiment le plus classique du classique. Donc, il va être absent 14 heures, on va lui décompter 14 heures d'absence. Donc, on va lui mettre un petit moins devant. 14 heures absent à 15 €. Donc, ça va nous donner un total donc 250 plus 30 et 30. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, 210 €. Donc, il va avoir un retrait sur son salaire de 210 € qui correspond à son absence. Mais comme il a le droit à des congés payés, on va lui prendre dans son compteur 14 heures, donc ce qui correspond à 2 jours, et on va lui remettre là. Et on va marquer ici indemnité congés payés, indemnité CP. Et donc, on va lui remettre ces 14 heures ici, mais cette fois-ci en positif. Donc, en positif ici, évidemment, ici, j'enlève le positif. Et donc, notre petit gars ici, finalement, à la fin du mois, il va se retrouver avec son salaire brut qui sera identique à une période travaillée. Donc, il va ne pas perdre le salaire. C'est le grand principe. C'est-à-dire que l'employeur, quel que soit le système qu'il utilise, il y a plusieurs systèmes possibles, quel que soit le système qu'il utilise, le salarié doit gagner autant que s'il avait travaillé. Donc, on fait ce système de moins plus de façon à rétablir le salaire d'un mois classique. Alors, ça peut poser des soucis parce qu'en fait, la valeur de l'heure, ici, elle est calculée, elle est valorisée par rapport au mois où elle a été acquise. D'accord? Donc, ces 2 jours qu'il a pris, il les a acquis l'année précédente, on le sait. Et l'année précédente, il n'avait peut-être pas le même salaire. Et il se peut que le salaire de l'année précédente, pour X raisons, soit inférieur ou... Alors, s'il est inférieur, ça ne pose pas de souci, parce que l'heure, ici, elle aurait pu être à 14,90 € par exemple, parce qu'à ce moment-là, l'année dernière, il touchait un salaire inférieur. Et au moment où il a acquis ses congés payés, ils sont valorisés en fonction du salaire
antérieurement touché. Mais comme je vous dis que le principe, c'est qu'il ne peut pas gagner moins que s'il avait travaillé. Donc, on revalorise à 15 euros son heure, son indemnité CP. Ce qui pose notre problème, c'est quand, lors de la prise de congé payé, le salaire était supérieur à celui qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que les jours, je les ai acquis pendant une période et ils doivent être valorisés au montant de la période d'acquisition, c'est-à-dire pendant le mois où j'ai acquis mes 2 jours, là, par exemple. Imaginons qu'il les ait acquis au mois de décembre dernier, c'était ces derniers à prendre, ou au mois de mai, peu importe, c'était ces derniers à prendre, là, et que ce mois-là, il y a eu un gros salaire. Quel est le problème qui va se poser, qui risque de se poser? C'est que finalement, le petit gars, il va gagner plus. Il va gagner plus quand il est en congé que quand il travaille. Parce que les jours, l'indemnité ici, par exemple, elle peut être portée parce qu'au moment où il a acquis ses congés, il avait un plus gros salaire, d'accord? L'indemnité peut être supérieure à la prise de congé qui est là. Ça arrive de temps en temps. Alors, ça arrive beaucoup sur des personnes qui ont des fortes variations de salaire. Par exemple, qui? Donnez-moi des idées. Ça arrive beaucoup pour les... voilà, exactement, Aude. C'est exactement cela. Et aussi les restaurants qui sont saisonniers, enfin, l'espace qui, enfin, ceux qui tiennent des restaurants saisonniers. Ouais. Pourquoi le salaire varierait? Ben, je pense que les patrons de ces restaurants-là, ils gagnent pas la même chose, par exemple, en novembre qu'en juin, qu'en Alors, juillet. je suis d'accord avec vous, ils ne gagnent pas la même chose, mais je vous rappelle que contractuellement, on a un salaire. D'accord? Alors, même si le patron, comme vous dites, l'employeur, c'est le gérant de la société, au titre duquel il pourrait être gérant salarié, d'accord? C'est le cas. Voilà, je vous rappelle que pour une SARL, par exemple, il faudrait qu'il soit minoritaire au capital. Malgré tout, il a un contrat de travail qui lui dit, monsieur, par mois, vous gagnez autant. Et il pourrait y avoir une part de variable, ça je suis d'accord, mais le salaire de base resterait quand même fixe, même si l'activité est plus importante ou moins importante. Mais vous l'avez dit, peut-être que dans votre réflexion, c'était ce à quoi vous pensez, c'est avec beaucoup les salariés qui ont des commissions, qui ont une partie variable sur leur salaire. Et les gens qui ont une partie variable, ce sont des commerciaux. Le commercial, un mois, il peut gagner 5 000 balles, le mois d'après 8 000, le mois d'après, il a fait un mauvais mois, il n'a que sa partie fixe, c'est-à-dire 1 500 balles, etc., etc. Donc on voit qu'on a des mois avec des variations du taux et ça peut engendrer une indemnité CP qui soit supérieure au montant de l'absence. Ça arrive. D'accord. Voilà pour ce principe de congé payé avec cette prise et cette valorisation des congés payés au même titre. Quand l'indemnité, imaginons que notre salarié ici, ça soit son dernier mois, d'accord? Donc, je ne vous mets pas les autres éléments qui pourraient intervenir. Imaginons il a démissionné, d'accord? Il a démissionné. On est le 31 mars de l'année et il démissionne, donc il va toucher son salaire normal. Il n'y a pas de prime puisque c'est une démission, mais malgré tout, on va lui solder ses congés et que dans ses congés, il lui restait 2 jours. Voilà, on va lui mettre ces 2 jours et puis on va lui remettre à 15 euros pour éviter. Voilà. Et donc, on va lui payer ses congés. Donc là, il va toucher 2485 en l'occurrence. Donc, à la fin du contrat, en cas de rupture du contrat, on va vérifier que le solde, quel est le montant, quel est le nombre de jours restants à prendre, qui sont donc à payer par l'employeur au niveau du salarié. Ça, c'est dans le cadre d'une rupture via un CDI. Comment ça fonctionne au niveau des congés en CDD? Quelqu'un a une petite idée? Ils sont payés, non, à la fin du CDD, des fois? Ouais, voilà. Alors, 2 solutions. Alors, en général,
quand on prend un CDD, c'est pour pas qu'il prenne des... Parce que lui aussi, hein, imaginons le CDD qui arrive, je sais pas moi, le 1er mars, et qui a un CDD de 4 mois, donc mars, avril, mai, hop, il a acquis 7 jours et demi, il pourrait très bien prendre à partir du 1er mai une partie des congés qu'il a acquis, à partir du 1er juin, pardon, une partie des congés qu'il a acquis sur la période précédente. D'accord. Mais on imagine bien qu'en général, un CDD ne va pas prendre de congé puisqu'il est là souvent pour remplacer quelqu'un ou parce qu'il y a un surcroît d'activité, etc., etc. Donc, en général, sur des périodes courtes de CDD qui vont de 6 mois, de 1 mois à 4, 5, voire 6 mois, les congés ne sont pas pris. D'accord. Comment on fait? Donc, pareil, qu'on soit CDD ou CDI, on acquiert quand même ses congés, hein, dans tous les cas. À la fin du contrat, il va y avoir une indemnité qui va être octroyée aux salariés au titre d'une indemnité compensatrice de congés. C'est-à-dire, parce que vous n'avez pas pu prendre vos congés, on vous donne une indemnité qui équivaut à un certain montant. Donc, l'indemnité, donc à la fin du contrat, le salarié touche une indemnité compensatrice de CP, de congé payé. Alors, cette indemnité compensatrice de congé payé, elle est égale à 10% de tous les salaires bruts perçus. On va mettre un ici. Donc, on va prendre la rémunération brute. Donc, la rémunération brute, c'est le salaire de base plus tous les autres, éventuellement, tous les autres éléments qui peuvent être payés, des heures supplémentaires, des primes, des absences aussi, toutes ces choses-là. Donc, ils vont intervenir sur la modification du salaire de base. Imaginons mon salarié ici, hop, en janvier. Il a un CDD de 2 mois, hein, d'accord, février, hop. Ici, il a un salaire de base. Je ne remets pas le détail des heures et du montant, mais imaginons qu'il a un salaire de base au mois de janvier de 2000 €, qu'il ait des heures sup hop, pour 200 €, donc ce qui veut dire qu'il aura un salaire brut, s'il n'y a pas d'autres éléments, un salaire brut. Donc le total est parti soumis à charge de 2200 €. Donc, au mois de février, il a toujours une base à 2000, mais il n'a pas fait d'heures supplémentaires. Bon, allez, si on va lui remettre des heures sup, le garçon. Voilà. Mais il en a fait un peu moins. Il en a pour 150 €. Donc, il aura un salaire de base ici de 2150 €. Imaginons qu'il quitte son emploi au mois de mars, fin du mois de mars. D'accord. Donc, ici, regardons comment va être constituée la paye du mois de mars. Au moins pour les éléments qui nous intéressent, il doit toujours son salaire de base. Hein. Plus une indemnité, là il n'a pas fait l'heure sup, plus une indemnité compensatrice de congé payé qui sera égale PC, indemnité compensatrice de congé payé, qui sera égale donc à 2002 plus 2150 plus 2000. Donc l'indemnité compensatrice de congé payé, ici, elle va être égale à fois 10%.
Donc, ça nous fait 6350. Donc, 6350, il aura le droit à une indemnité congé payé de 635 euros. Voilà comment se calcule. On prend 10% de toutes les sommes brutes qui ont été versées. Et là, donc, il aura un brut de 2635, puisque les congés payés sont soumis à cotisation. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Oui, pas de questions par rapport à ces notions de congés payés? Non. Donc, on entamera le prochain chapitre la prochaine fois sur les pouvoirs de l'employeur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est pas mal dans la discussion aussi. Lisez le chapitre peut-être, hein, je crois qu'on se voit demain, donc lisez le chapitre pour qu'on puisse en discuter, que je puisse éventuellement expliquer les notions que vous n'avez pas comprises ou les questions que vous vous posez, ou des retours d'expérience personnelle que vous pouvez avoir concernant voilà, les pouvoirs de l'employeur et ses limites. Ça marche pour tout le monde? Bon, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on se retrouve demain et je vous souhaite donc une très bonne soirée et à demain.